D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Puis j'ai aussi créé dans l'univers du risque, de l'évaluation et des nanobiotechnologies une douzaine d'entreprises entre la Californie et l'Europe. Donc je suis imprégné, je ne suis pas un théoricien de ces technologies, je suis un industriel de ces technologies. Vous avez si vous voulez les documents dont je vais parler, vous avez mon adresse mail et je vous les enverrai en PDF. Et puis vous avez mon compte Twitter si vous voulez tweeter. Votre métier, c'est le risque. Vous n'êtes pas courtier. Vous êtes des gestionnaires du risque au sens large du terme. Vos craintes, elles sont multiples. Vous voyez un certain nombre des périls autour des intermédiaires que vous pouvez être. Certains des risques, vous ne les voyez pas. Mais globalement, ma conviction, c'est que vous êtes assez inquiet pour le futur, mais que vous ne voyez pas que dans le monde qui vient, pour reprendre l'expression d'un livre qui est un best-seller mondial qui s'appelle Homo Deus, le monde qui vient où l'homme gère un pouvoir démiurgique, le monde qui vient, où le vice-président de Google expliquait que nous allons avoir, grâce à l'hybridation de nos neurones des transistors électroniques, un pouvoir démiurgique, godlike en anglais, ça veut dire démiurgique, dès les années 30. Le monde qui vient est un monde dangereux. Le darknet, c'est-à-dire le web secret n'en est qu'un exemple. Un monde dangereux sur le plan politique, économique, géopolitique. Vladimir Poutine, au-delà de son amour pour les chiots, qui est sans doute plus destiné aux médias qu'une réalité psychologique, expliquait la semaine dernière, celui qui sera le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Ce monde est un monde dangereux. Nous rentrons dans un monde où le risque n'a jamais été aussi fort et où l'incertitude n'a jamais été aussi forte. Nous ne sommes pas dans une phase de disparition du risque. Le monde de l'Internet n'était un long fleuve tranquille que dans l'esprit des bisounours. Vous avez vu les attaques massives qu'il y a eu, sans qu'on retrouve l'origine, sur des dizaines de millions d'ordinateurs, dont tous les hôpitaux, ou quasiment tous les hôpitaux anglais, du NHS cet été. Le monde qui vient est un monde où il n'y a jamais eu autant de risques, où le monde n'a jamais été aussi rapide et où donc le risque n'a jamais été aussi difficile à anticiper. Donc en réalité, si on prend l'ensemble des grands métiers, le métier qui est le vôtre, qui est de dompter les risques, d'organiser les rythmes, d'intermédier la façon dont on lutte contre le risque et dont on se prémunit contre les aléas, est un des métiers qui va le plus grossir d'ici 2050. Vous n'êtes pas seulement des intermédiaires. Vous êtes des conseillers en gestion de risque. L'intermédiaire va morfler dans les décennies qui viennent, mais votre cœur de métier va exploser. Et la conjonction des deux va se traduire par une augmentation de votre business, en tout cas c'est ma conviction. D'expert de l'intelligence artificielle, et c'est ma conviction en tant comme du business. Le risque, vous savez qu'il a toujours évolué. Le risque a changé dans le temps. Mais il n'a jamais changé aussi vite qu'en ce moment. Entre 1600 et 1700, il y avait déjà des assureurs. Le risque d'avoir sa maison qui brûlait n'avait pas changé radicalement. En 1994, le fait de pouvoir perdre toutes ses données et d'avoir son dossier médical piqué sur Internet était inconcevable. C'était avant le développement de l'Internet grand public. Sont arrivés en 2 décennies des risques qui étaient inconcevables il y a 20 ans. Le risque changeait très peu avant. Cette mutation, cette mutabilité
Cette migration du risque est votre immense chance. Car, bien sûr, vos moutons peuvent chercher à des intermédiaires pour vous piquer votre marge. Mais les gens ne vont pas pouvoir suivre l'évolution de la menace parce qu'ils ne sont pas policiers du risque, alors que vous êtes des policiers du risque, au-delà de votre rôle de courtier et d'intermédiaire. Votre grande supériorité, c'est que vous allez, par votre connaissance du métier, voir évoluer les risques beaucoup plus vite que les clients. Et donc, ça va vous prémunir contre la désintermédiation. Même si la désintermédiation, il ne faut pas tenir des propos lénifiants, est un vrai risque. Ce qui vous arrive, on peut le réfléchir à partir de plein de penseurs. Fayol sur l'évolution de l'entreprise moderne, Michael Porter sur la stratégie et sur le jeu concurrentiel, Schumpeter, bien sûr, nous vivons une révolution schumpeterienne. Schumpeter est le théoricien des révolutions technologiques. Malthus, que va-t-on faire des gens qui ne maîtrisent pas bien la donnée, ne comprennent pas l'intelligence artificielle, ne sont pas très innovants? Ça pose des questions sociales importantes qui vont contribuer à certaines formes de risques. Ma conviction, c'est qu'à l'horizon 2030, les garanties contre les émeutes, contre les destructions par processus violents, ça va être un sujet chaud. Les émeutes de 1995 en France, qui étaient couvertes ou pas, c'est un autre sujet, par les assureurs traditionnels et par l'État, vont se multiplier dans le monde qui vient. Surtout si on n'arrive pas à réformer le système de formation et le système d'éducation pour donner un emploi à tous ceux qui vont être laminés par l'intelligence artificielle, puis par la robotique dotée d'intelligence artificielle, sans faire de sensationnalisme. Poliani, sur le rôle des institutions, notamment assurantielles, pour organiser les transitions technologiques. Marx, la question sociale va revenir. On voit très bien aux États-Unis comment la réduction des inégalités depuis 200 ans s'est interrompue quand la société de la connaissance a commencé. Les différences entre les gens avaient beaucoup diminué pendant 200 ans. Et là, elles sont en train de réaugmenter. Elles sont en train de réaugmenter pour une simple raison, c'est que dans l'espèce humaine, l'écart de force physique n'est pas très important, alors que les écarts de capacité cognitive sont plus importantes. Autrement dit, vous prenez un gringalet comme moi versus un déménageur. Il faut 3 avortons comme moi pour porter un meuble. Ou il me faut 3 fois plus de temps qu'un déménageur normal. À la louche, il y a un écart de 1 à 3 de force physique dans l'espèce humaine. Hors maladie ou phénomène de foire. Vous prenez 3 cantonniers, ça ne va pas remplacer un physicien nucléaire ou un neurochirurgien. Vous prenez 1 million d'ouvriers agricoles, et mon propos n'est pas péjoratif et stigmatisant, ça ne va pas remplacer un développeur informatique de génie. En matière de force physique, le nombre remplace la force. En matière de capacité intellectuelle, on a une non-substituabilité. Vous pouvez prendre 1 million d'agriculteurs, ça ne va pas remplacer un physicien nucléaire. L'augmentation actuelle des inégalités vient du fait qu'il y a plus d'inégalités intellectuelles que d'inégalités physiques dans l'humanité. Alors, l'État-providence, la Sécu, les allocs, ça compense, mais jusqu'à un certain point. On voit bien aux États-Unis, où l'État-providence est plus faible que nous, la solidarité n'arrive pas à compenser le fait que dans une société de la connaissance, dans une société de la donnée, dans une société tertiaire, il y a mécaniquement une prime pour les gens qui savent mieux maîtriser la donnée, les gens qui sont plus doués dans la manipulation de la donnée, les gens qui ont une intelligence conceptuelle. Cette explosion des inégalités va générer des risques spécifiques d'un type nouveau, il va falloir les couvrir, il
va y avoir des assurances éducation, il va y avoir des assurances contre des risques politiques qu'on n'imagine pas et qui vont arriver dans le futur. D'ailleurs, l'évolution de la situation politique aux États-Unis est fascinante. Qui aurait imaginé que le populisme pouvait prendre le pouvoir? Et Trump s'est calmé depuis un mois, mais au tout début de ses mandats, certains se sont demandé s'il ne voulait pas aller vers un processus quasi dictatorial. Ce que l'opinion américaine était prête à accepter, parce qu'un sondage a été fait il y a un mois et demi qui montre qu'une majorité des électeurs du Parti républicain ne seraient pas choqués si Trump annulait les prochaines élections présidentielles pour rester 8 ans au lieu de 4 ans. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Enfin, Teilhard de Chardin, la gestion de notre pouvoir démiurgique, agir sur notre cerveau, agir sur nos chromosomes, choisir les bébés, etc., va poser des problèmes philosophiques immenses qui auront eux aussi des débouchés sociologiques et assurantiels. En France, aujourd'hui, un bébé sur 30 est produit, fabriqué et n'est pas naturel. En 2016, 3,2% des enfants étaient fabriqués en éprouvette par fécondation in vitro. Et cette année, on va être à 3,7%. L'industrialisation des bébés, qui demain va permettre la sélection embryonnaire, est quelque chose de tout à fait nouveau pour la gestion future des risques. Car vous voyez bien que ces technologies vont, par la sélection embryonnaire, réduire certains risques médicaux. Et là encore, derrière tout ce pouvoir démiurgique, on reboucle sur des problématiques assurantielles à moyen ou long terme. Fayol, Porter, Schumpeter, Malthus, Poliani, Marx, Teilhard de Chardin. L'économie au XXIe siècle, et c'est la structure de l'économie qui détermine la structure de votre business, elle a 4 catégories, 4 caractéristiques. L'intelligence devient gratuite. Et comme l'intelligence artificielle est gratuite, quand on est un être humain, il faut magnifier les formes d'intelligence humaine que l'intelligence artificielle ne sait pas égaler. C'est vrai pour un docteur, c'est vrai pour un avocat, c'est vrai pour un courtier en assurance. Nous n'aurons de valeur dans le monde qui vient que lorsqu'intelligence artificielle plus nous est supérieure à intelligence artificielle sans nous. Il n'y a aucune raison, si nous n'apportons pas de valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle, qu'on nous paye. Pourquoi, quand on est courtier, si on ne fait rien mieux de l'intelligence artificielle, pourquoi il n'y aurait pas des formes désintermédiées de vente de l'assurance? Pourquoi on nous filerait 30% ou 20% ou 15% sur les contrats si on fait moins bien que l'intelligence artificielle ou si nous plus l'intelligence artificielle ne fait pas mieux? Nous n'en sommes pas là, mais à l'horizon 10 ou 15 ans, c'est une question qui se posera. Démiurgisation, on l'a vu. Des tas de nouveaux risques vont arriver parce que les neurosciences, les technologies génétiques, etc., vont générer des risques totalement inédits, vertigineux mais inédits. Il y a des gens qui vont développer des assurances pour les problèmes liés aux bébés fabriqués à la carte. Il y a des gens qui vont créer des assurances pour les problèmes liés à toutes les technologies d'implantation de microprocesseurs dans notre cerveau. Et on pourrait multiplier les exemples. À économie démiurgique, explosion du champ de l'assurance. Car comme toujours, ces technologies vont avoir des effets secondaires et des accidents. Il n'y a pas de technologie nouvelle sans accident, et donc sans processus assurantiel. Des technologies exponentielles, on voit bien que la puissance des ordinateurs a été multipliée par 1 milliard en 31 ans et demi. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. On pourrait multiplier les exemples de ces technologies explosives. Comme les technologies sont exponentielles, explosives, on ne voit pas arriver les changements de business et les nouveaux risques. On voit bien aujourd'hui dans votre métier le risque de désintermédiation dont on parlait. En revanche, on ne voit pas encore tous les nouveaux risques parce qu'on ne voit pas toutes les technologies qui vont arriver. Je vous rappelle que l'iPhone 1 a 10 ans pile
La commercialisation du premier iPhone, c'est juin 2007. Nokia avait 55% du marché mondial du téléphone. Nokia est mort et ne fait plus de téléphone. En 10 ans, 3500 jours. 3500 jours. Et Fortune et Forbes avaient fait deux superbes papiers au printemps 2007 disant « Est-ce que quelqu'un peut encore rattraper Nokia ?» Et la conclusion des deux articles, c'était que tout le monde était cuit, que Nokia avait la majorité et la majeure partie du marché mondial du téléphone pour 50 ans et que personne ne pourrait jamais rattraper Nokia. En 10 ans, ils sont morts. Plateformisation. Les géants du numérique créent des plateformes et rentrent dans beaucoup de business, vous le voyez bien. Google est rentré dans la santé. Amazon est rentré la semaine dernière dans la santé avec 1492, sa plateforme destinée à challenger un peu les docteurs et probablement les assureurs. Pour l'instant, pour l'Amérique du Nord, l'Europe n'est pas concernée. Facebook a lancé un grand programme dans la santé au travers de la fondation de Mark Zuckerberg. On pourrait multiplier les exemples du fait que les plateformes sont très puissantes et par moments arrivent sur des business où on ne les imagine pas. Ils ne sont pas allés sur le marché de l'assurance pour l'instant. 1492 d'Amazon va probablement y aller sur le marché américain. Si on nous avait dit qu'un jour, il y aurait 3 milliards de smartphones sur Terre, que les gens en moyenne regarderaient 142 fois par jour, ce qui en ferait de loin le plus grand circuit de distribution de l'histoire de l'humanité, on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru. Les plateformistes ont les avantages que vous savez. Google, Apple, Facebook, Amazon se rapprochent tout doucement chacun de 1000 milliards de capitalisation boursière. Et les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, BATX chinois, grossissent très fortement. Tencent, que personne ne connaît probablement dans cette salle, est la 10e plus grosse entreprise mondiale. C'est l'éditeur de WeChat, le Facebook chinois, avec 800 millions d'utilisateurs quotidiens. Plateformisation, intelligence artificielle gratuite, technologie exponentielle, idéologie démiurgique qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire coloniser le cosmos. Et vous avez vu le projet de colonisation de Mars par Elon Musk, le propriétaire de Tesla, et le nouveau projet de colonisation de l'espace par Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Tuer la mort, avec notamment les différentes sociétés de Google comme Calico qui sont destinées à euthanasier la mort et à nous rendre immortels. Développement des technologies d'augmentation cérébrale, ce que fait Elon Musk toujours avec Neuralink, qui est donc destiné à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur capacité intellectuelle et les rendre compétitifs par rapport à l'intelligence artificielle. Cette idéologie est nouvelle. Et le plus grand allié de l'assurance au XXIe siècle, c'est l'idéologie transhumaniste qui, en manipulant des technologies extrêmement dangereuses et puissantes, ouvre des champs entiers aux acteurs de l'assurance. Les transhumanistes sont les plus grands alliés des acteurs de l'assurance, les transhumanistes sont vos plus grands alliés. Alors, risque-opportunité, c'est une banalité de le dire. Quand il y a un bouleversement technologique, on a à la fois des nouveaux risques et on a des opportunités. Alors, ça c'est Andrew Gnu, qui est le grand théoricien américano-chinois de l'intelligence artificielle. C'est lui qui a dit « tout ce qui est électrique va être cognifé ». C'est-à-dire dans tout objet électrique, on va mettre de l'intelligence artificielle d'ici 2025. Mettre de l'intelligence artificielle partout, ça veut dire en mettre dans les objets connectés, en mettre dans les téléphones, ça commence, faire du téléphone un terminal pouvant donner des conseils assurantiels et autres, etc. Le téléphone portable et les dispositifs du type Google Home, vous avez vu tous ces appareils que Amazon et les autres font et qu'on met sur la table du salon, vont progressivement être des acteurs qui vont donner des conseils en B2B et en B2C. Si vous prenez un secteur qui est connexe du vôtre sans être le vôtre, qui est la comptabilité, il y a aux États-Unis déjà plusieurs startups qui se sont lancées, qui permettent aux petits patrons et à l'entrepreneur individuel de prendre des photos de ses factures et de toutes ses pièces comptables
sans savoir ce qu'est un contenté, sans rien. Ça part directement vers une plateforme qui fait les contentés et qui en permanence dit votre BFR est à combien, votre trésor est à combien, votre machin, et qui donne des conseils. Par exemple, un type de conseil qui vous concerne, ça va afficher sur le téléphone portable du dentiste ou du petit patron dans le Middle West américain, compte tenu de votre structure de chiffre d'affaires, de votre structure de risque, de votre métier, de ceci, vous payez votre assurance incendie 42% plus cher que les gens le font en moyenne dans un rayon de 50 km. Voilà les intermédiaires qu'on vous propose pour réduire votre facture. Un acteur fait moins 33, un fait moins 37. Cliquez là et choisissez l'offre et signez électroniquement et vous avez changé d'intermédiaire assurantiel. Vous voyez que le téléphone portable est effectivement, mais je ne vous apprends rien, un facteur de désintermédiation, mais il n'est pas tout seul, il est en fait relié à la numérisation de la chaîne comptable et l'arrivée des logiciels comptables. C'est en cela que, aujourd'hui, quand on est courtier en assurance et quand on est intermédiaire dans n'importe quel secteur, il faut un petit peu élargir son champ parce que les menaces ne viennent pas forcément des copains qui sont courtiers comme soi, ou d'une intégration en aval, en amont des différents acteurs de la chaîne assurantielle, ou de l'entrée des GAFA. Les menaces peuvent aussi venir par le numérique d'autres secteurs. Un exemple tout bête, personne chez TF1 n'a imaginé une seule seconde que YouTube et Google, enfin que Google, au travers de YouTube, pourrait devenir le principal concurrent de TF1. On estime que YouTube vaut 150 milliards de dollars, TF1 vaut entre 1,5 et 3 selon les jours. Personne chez TF1 n'avait imaginé ça. C'est bien un effet du numérique qui casse les barrières traditionnelles. La fusion du numérique, de l'intelligence artificielle et du pognon, et qui crée un espèce d'immense conglomérat qui sont les fintechs, c'est-à-dire l'électronisation de la monnaie, change la segmentation stratégique. À la fin, ça va augmenter le chiffre d'affaires des gens qui sont dans l'univers fintech. Mais ça va redistribuer au profit des gens qui seront les plus proactifs et au détriment des gens qui seront les moins proactifs. Comme toujours, à chaque révolution technologique. Il y a des maréchaux ferrants qui sont devenus garagistes. Et ils gagnaient plus en tant que garagistes qu'en tant que maréchaux ferrants. Mais il y a aussi beaucoup de maréchaux ferrants qui ne sont pas devenus garagistes. La révolution du cerveau est particulièrement importante parce que vos clients sont souvent des petits entrepreneurs, des professions libérales, en tout cas pour une partie de vos portefeuilles, parce que le cerveau humain est concurrencé par l'intelligence artificielle. En réalité, beaucoup de l'évolution de nos métiers sont liés à l'interface entre les cerveaux de silicium, l'intelligence artificielle, et puis les cerveaux biologiques, les nôtres. La façon dont les cerveaux de silicium et les cerveaux biologiques vont se combattre, s'associer, être complémentaires, faire des choses nouvelles, se concurrencer, se substituer, est totalement inconnue. Mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller de près. Tous ces éléments-là restructurent les professions libérales et les intermédiaires comme vous l'êtes. Et on en parlait avec M. Renard tout à l'heure. Ceux qui ont le mieux synthétisé il y a déjà un an cette évolution-là, à l'interface entre les fintechs, les technologies financières, l'intelligence artificielle, les grands opérateurs que sont les GAFA, l'évolution des professions libérales et des intermédiaires, est un sujet passionnant et vital pour vous, que les Susskind ont très très bien résumé dans leur livre « Le futur des professions », c'est-à-dire profession au sens professionnel, c'est au sens américain du terme, c'est-à-dire profession libérale. Puisque les professionnels aux États-Unis, ce sont les libéraux. Et ils analysent extrêmement bien comment l'intelligence artificielle change la façon dont les intermédiaires vont vivre et développer leur business. Et pour ceux qui lisent l'anglais, ça n'a pas été traduit. Ce qui n'a pas été traduit en français. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous assure que vous ne perdrez pas votre journée et que ça augmentera votre chiffre d'affaires sur l'année de le lire. Vraiment. Alors,
Ce numérique, finalement, ça change la segmentation stratégique, et pas que dans l'assurance. Ça entraîne une migration de la valeur, ça entraîne des oligopoles. C'est-à-dire, dans le monde de l'intelligence artificielle, comme ça coûte cher de faire de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a moins d'acteurs. On ne peut pas développer un génial système d'intelligence artificielle avec sa bite et son couteau au fin fond du Limousin. Excusez-moi, je suis urologue, c'est pour ça que je suis vulgaire. C'est pas possible. Donc, tout système basé sur les technologies de l'information a tendance à avantager les acteurs plus gros ou les acteurs qui chassent en meute. C'est normal. On ne peut pas amortir des coûts de développement technologique et des coûts de veille technologique tout seul pour 100 000 € de chiffre d'affaires. C'est juste pas possible. C'est pas plus possible que pour notre boulanger de fabriquer une centrale nucléaire pour alimenter le four à pain. Donc on est dans une économie de coûts fixes, avec des coûts marginaux très faibles, parce que l'intelligence artificielle, c'est des coûts fixes très importants, mais des coûts marginaux nuls. Quand une intelligence artificielle analyse 1000 scanners ou 1 milliard de scanners, ça coûte la même chose. Mais vous imaginez bien qu'entre le millième scanner et le milliardième de scanner, on fait 100% de bénéfice. Ce qui donne un avantage, puisque le coût marginal est nul, aux oligopoles. Complexification, c'est qu'effectivement, quand on est un intermédiaire traditionnel, on connaît bien son business, on connaît bien ses clients, on fait un peu de veille sur l'évolution des différents produits, mais on ne fait pas de la veille technologique sur l'intelligence artificielle et on ne suit pas normalement avant. Et on ne suivait pas à la trace ce que fait Amazon et Google sur ces médias. C'est un changement dans la façon dont on travaille et dont on répartit son temps, et qui concerne toutes les professions libérales. La migration de la valeur, on en parlera tout à l'heure. Mais là encore, on en discutait avec M. Renard. Le plus bel exemple, c'est un vis-à-ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un verre d'eau? Vous pensez que je peux prendre la bouteille? Oui, on peut boire la bouteille, oui, si on veut chercher un verre d'eau, c'est pas possible. Le précédent intervenant avait fait la même chose. Ah non, mais... C'est pas vrai, c'est pas vrai. En plus, il a des mœurs douteuses. Non, c'est pas vrai. Non, très bonne mœurs, mais mauvaise santé. Un vis-à-ligne est un très 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 bel exemple de toutes les mutations que le numérique entraîne. Donc, vous avez un métier, vous avez deux métiers qu'on ne peut pas délocaliser théoriquement, c'est coiffeur et puis orthodontiste. Bah oui, vous n'allez pas aller en Californie pour faire mettre les bagues à votre gamin. Donc c'est un métier local comme coiffeur. Et vous ne prenez pas l'avion pour aller vous faire couper les cheveux en Inde, parce que c'est moins cher. Et donc, moi, comme tout le monde, il y a encore quelques années, quand je parlais de métiers non délocalisables, je citais l'exemple de l'orthodoncier et du coiffeur, comme tout le monde. Puis il y a une petite boîte en face de chez Google qui s'est créée et que je ne connaissais pas, un vis-à-ligne. 99% de la valeur est fabriquée par l'intelligence artificielle en Californie et l'orthodontiste, il est juste revendeur. J'arrive chez l'orthodontiste de mes enfants il n'y a pas longtemps. Je ne connaissais pas un vis-à-ligne. Pourtant, j'aurais dû, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle. Je vois, c'est pas le dentiste qui fait, le dentiste ne fait plus rien. Vous avez l'assistante dentaire qui passe une sonde, qui fait 3000 photos à la seconde. Ça fait en 3D une reproduction incroyable des deux arcs dentaires. Vous appuyez sur un bouton, ça part en format propriétaire à Mountain View, à mi-chemin entre Facebook, Google et Apple. Tchouk. Là-bas, il y a déjà 4 millions de personnes qui ont été créées. Vous avez un système d'intelligence artificielle qui analyse dans quel ordre il faut bouger les dents. Sur la base des 4 millions de traitements déjà évalués chez eux. Ça détermine par IA 12 empreintes transparentes qui vont chacune bouger pendant une semaine les dents dans un ordre qui a été optimisé par IA. Impression 3D, ça part chez FedEx, pour l'instant pas chez le patient mais encore chez le dentiste. Le dentiste donne et facture. Toute la valeur intellectuelle. Oh, le dentiste avant il resserrait, un petit coup, là, je vais resserrer la canine là. Enfin vous avez tous eu des enfants, ou beaucoup ont eu des enfants. Je vais resserrer la canine, on va rebouger. Non, tout ça, boum, c'est l'IA qui a tout piqué.
Alors pour l'instant, l'orthodontiste, ça l'arrange, au lieu de se taper des séances de 3 heures de serrage, mais simplement, il est juste contournable. En réalité, il apporte une valeur ajoutée beaucoup plus faible qu'avant. Ça, c'est à méditer l'histoire Invisalign. Alors, non mais attendez, mon histoire n'est pas une histoire gore, du tout. Vous avez la numérisation et l'IA entraînent des questions sur l'intermédiation, sur le fonctionnement de l'assurance, sur les clients. Quels vont être les risques auxquels vos clients vont vouloir être assurés demain, sur l'entrée potentielle des GAFA et des BATX, sur les conséquences de la numérisation de la chaîne comptable sur votre métier, notamment chez les tout petits entrepreneurs qui pourraient se faire conseiller des choses par le logiciel comptable gratuitement. J'ai oublié de vous dire que ces logiciels comptables sont gratuits, ils prennent juste un pourcentage sur le pognon qu'ils prennent aux intermédiaires en faisant baisser les prix après. C'est-à-dire une fois qu'ils font moins 42 sur la facture d'assurance, ils prennent un pourcentage des 42 bien sûr. Mais le logiciel comptable est gratuit. Et c'est vachement pratique, hein. Au lieu de trimballer les factures, le coiffeur, il a juste à faire des photos de tous les documents comptables. Et les garanties? Comment? Parce qu'à comparer quelque chose, il faut le comparer à ISO garantie. C'est pas quand même pris l'assurance. Alors, l'IA est un système assez subtil qui permet... Par contre, GAFA, BATX, moi je sais pas ce que c'est. Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Parfait. J'ai fait des heureux. Non, alors, vous avez, qui avait pas pigé? Non, dites-moi. Mais tout à l'heure, j'ai dit Google, Apple, Facebook, Amazon. Vous surestimez votre intelligence. Non. Mais alors, non, mais attendez, si je dis des trucs imbitables, vous m'interrompez. Est-ce que je peux me permettre de donner un conseil paternaliste? C'est pas bien quand on est courtier en assurance de ne pas savoir qui est GAFA. Parce que... Moi, je croyais que c'était un mec de BD. Ou... Parce que Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est quand même des acteurs. Tous les gens qui sont dans l'industrie financière, quand même, les surveillent comme on surveille le lait sur le feu. Hein. Vous devriez regarder. Notamment, vous devriez regarder le projet 1492 d'Amazon. Hein. Vous devriez regarder. Alors, vous avez aussi l'État qui pourrait rentrer sur le marché de l'assurance. Vous savez que l'État s'est posé la question de faire un Doctissimo public, ce qui était une connerie. Mais l'État, il y a des gens dans l'État qui voudraient faire des plateformes de comparaison assurantielle. Ouais, notamment l'un de mes amis, Enarc. Je ne dis pas que c'est bien, mais... Et enfin, vous avez un dernier problème qui est la migration du risque. C'est-à-dire que le risque va changer. Ce n'est pas seulement la façon d'assurer le risque qui va changer, c'est aussi la nature du risque. Alors, par rapport à l'ensemble des technologies qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, il y a une énorme différence entre les technologies du passé et les technologies du futur, c'est-à-dire qu'on appelle les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie notamment génétique, informatique et cognitique, c'est-à-dire robotique, intelligence artificielle et technologie du cerveau. C'est que les technologies du XXe siècle, ce ne sont pas des technologies explosives. Le coût d'un bâtiment n'est pas divisé par 1 milliard en 30 ans. Le coût d'un billet de TGV n'est pas divisé par 3 millions en 10 ans. Ils ne le sont pas. Non, mais de toute façon, ils ne le peuvent pas parce que c'est de la matière. La SNCF pourrait être plus économique, mais elle pourrait faire moins 2, pas divisé par 1 milliard. Alors que ces technologies-là, comme elles sont à l'échelle minuscule, ce qu'on appelle l'échelle nanométrique, avec 1 gramme de matière, vous pouvez faire 1 milliard de thérapies géniques. Donc ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de matières premières et ça ne prend pas beaucoup de place. Et je le répète, la puissance informatique a été multipliée par 1 milliard en 31 ans et demi. On est là face à des phénomènes explosifs qui entraînent des reconfigurations du marché et l'arrivée de concurrents qu'on ne voit pas arriver. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait un nouveau concurrent dans les années 30, on le voyait venir gros comme une maison. Aujourd'hui, un acteur comme les GAFA peut rentrer dans un métier sans qu'on le voie arriver. Et c'est arrivé plein de fois. Les gens de la publicité n'imaginaient pas une seconde que Facebook
allait devenir la plus rentable de toutes les plateformes publicitaires sur Terre. Gordon Moore, et le fondateur d'Intel, c'est lui qui avait théorisé cette croissance exponentielle, explosive de la puissance informatique, qui a fait que le premier transistor faisait 4 cm sur 2 cm sur 3 cm, et qu'aujourd'hui, sur un microprocesseur de la taille d'un ongle, on met 10 milliards de transistors. Et le nouvel iPhone qui a été annoncé hier fait presque, sur un seul de ces microprocesseurs, fait presque 1000 milliards d'opérations à la seconde. Ce qui permet de faire des propositions assurantielles pas trop connes. Non, je ne dis pas ça, mais quand même. Donc on est face à un tsunami technologique. Quand on est pessimiste, le premier réflexe, c'est d'imaginer la fin du monde. Enfin, fin du monde, on s'en fout, on sera mort, mais la fin de son business. On a des exemples qui ne sont pas très rassurants, mais je vous rassure, vous n'êtes pas concernés. 300 000 cabines téléphoniques en France le 31 décembre 1997, il en reste 5 582. Et Orange, dans la loi Macron, a l'autorisation de fermer la dernière cabine le 31 décembre 2018. En 21 ans, le nombre de cabines en France sera passé de 300 000 à 0. C'est à peu près aussi rapide que l'effondrement des parts de marché de Nokia. Quand on est pessimiste, on peut imaginer que les intermédiaires, prédateurs, vont piquer le business du gentil zèbre que vous êtes. On peut imaginer tous les scénarios catastrophiques. En réalité, vous avez fondamentalement le temps et la possibilité d'agir. Et je voudrais juste vous donner un exemple. En réalité, quand il y a un processus de changement d'intermédiation, il n'y a pas de processus de fin des intermédiaires. Booking.com prend 30% sur les chambres d'hôtel quand les gens réservent sur leur téléphone portable. Les agences de voyage prennent moins de 30%. En réalité, Booking n'a pas diminué la part des intermédiaires, ça a augmenté la part des intermédiaires. Mais ce n'est plus les mêmes qui prennent le pognon. Au lieu d'être Thomas Cook, maintenant c'est Booking, Expedia, Hotel.com et les autres. Donc le business d'intermédiation ne va pas disparaître. Il va potentiellement changer de main si vous êtes aussi laxiste, aussi aveugle que les agences de voyage l'ont été, par exemple. Qu'est-ce que pour vous le laxisme et l'aveuglement ? Ne pas bosser face au tsunami et dire « Oh, mais la vague est toute petite » et ne pas voir qu'un tsunami commence par une vague de 3 cm. Laxiste avec soi-même. Quand on regarde maintenant sur Internet, on a 20 ans de recul. On a deux catégories de gens, ceux qui ont augmenté leur business et ceux qui se sont fait baiser. Les hôteliers se sont fait baiser, mais complètement. Ils ne peuvent plus se passer de Booking parce que ça représente, c'est ça qui remplit les hôtels. Et vous savez que c'est un business de coût fixe, un hôtel. La chambre supplémentaire que vous louez, elle ne vous coûte rien. Elle vous coûte 1 euro d'électricité, d'eau et puis de lavage des draps. Donc, vous coupez le robinet Booking, vous déposez le bilan quand vous êtes un hôtel, sauf un hôtel de charme, un hôtel de luxe. Donc, au début, ils n'ont pas vu, ça représentait une toute petite part de chiffre d'affaires. Ils n'ont pas compris que tout le monde allait réserver comme ça. Il y en a qui se sont dit, mais non, la plupart des clients vont aller sur mon site. Alors, chacun a fait un site merdique, pas ergonomique, qui bug, etc. Même les chaînes comme Accor ont fait leur propre plateforme. J'expliquais entre nous, ah non, c'est filmé, bon, je n'expliquais pas, mais même les chaînes d'hôtels n'ont pas compris que les gens, quand ils sont dans une région, ils ne veulent pas une plateforme où il n'y a qu'un type d'hôtel, ils veulent tous les hôtels, ils veulent choisir. Ils ne vont pas aller sur Hilton, la chaîne des indépendants, Accor, Ibis, machin. Et donc, les plateformes, elles ont un immense avantage, c'est qu'elles vous permettent de réserver en 5 secondes dans n'importe quel type d'hôtel dans un rayon de 15 km. C'est 1000 fois mieux que d'aller dans le site du Novotel à côté. 1000 fois mieux. Donc, effectivement, il y a des intermédiaires nouveaux qui sont arrivés. Il y a des acteurs qui ont défendu leur business et puis il y a des gens qui ont été suicidaires. L'hôtellerie a été suicidaire.
il y a quelques années, dans une grande chaîne d'hôtels que je ne citerai pas, à moins qu'on coupe, il y a eu un président qui sans cesse n'y croyait pas, il ne voulait pas prendre un responsable du web. Ils n'y ont pas cru, ils n'ont pas vu arriver la menace. Une fois qu'ils ont vu la menace arriver, Booking était déjà à une telle part de marché qu'ils ne pouvaient plus se passer de Booking. Donc oui, ce que j'appelle être dans le déni, c'est quand il y a une révolution technologique de ne pas s'organiser. Parce que vous avez, bon, on va revenir, vous avez une immense chance, vous. 1, vous êtes les derniers à passer la casserole. 2, vous avez les moyens de vous défendre. Et vous avez l'expérience de tous ceux qui se sont fait avoir avant. Parce que c'est quand même mieux de se servir de l'expérience des autres que de sa propre expérience. Il vaut mieux voir pourquoi les autres se sont fait avoir pour éviter de se faire avoir, plutôt que d'attendre de devoir être meurtri dans sa chair pour agir à chaud. Or, Internet a maintenant 22 ans. Depuis la photo jusqu'à la pub, en passant par la télé, en passant par la musique, en passant par l'hôtellerie, etc., vous avez 1000 cas d'école pour votre veille technologique et stratégique. Vous êtes les derniers à passer, et vous êtes protégés par des barrières, notamment réglementaires, donc vous êtes dans une situation au contraire très favorable. Moi, je suis persuadé que votre business va augmenter dans les 20 années qui viennent. Alors, Excusez-moi. Oui. Et les opérateurs comme le Lex ou les comparateurs en ligne, vous les classez comment? Alors, ils peuvent avoir plusieurs business models. Ça peut être des comparateurs qui vendent, ça peut être des comparateurs qui sont juste l'équivalent de Booking. Personne ne développe une plateforme Internet pour ne pas piquer le pognon. Donc, leur objectif va être de prendre des parts de marché et d'avoir une part de marché la plus importante possible. Alors, comme on est là encore dans une économie de coûts fixes, plus ils ont une fois qu'ils ont amorti leur coût informatique, après c'est 99% de bénéfices, donc ils vont chercher à grossir. Mais par rapport aux comparateurs, on peut tout à fait se nicher, on peut toujours trouver des solutions. Bon, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Il y a toujours le moyen de lutter contre ces nouveaux intermédiaires électroniques. Il faut juste ne pas jouer le lièvre du tortue et la lièvre et de La Fontaine, il faut partir tôt. Oui, pardon, vous vouliez dire? Pour autant, on voit quand même revenir un certain intérêt pour, je pense par exemple à l'industrie de la musique, tout le monde dit aujourd'hui téléchargement, et pour autant on voit revenir, il y aura plein d'autres exemples comme ça, des disquaires qui vendent aujourd'hui des vinyles, parce qu'une certaine partie de la population ne veut pas rentrer dans ce jeu, ou je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, et veut revenir un peu plus à l'humain plutôt que justement... Bien sûr, mais vous savez, il reste 32 maréchaux ferrants en France, il reste des haras, il y a des gens qui ont des chevaux. Non mais c'est des choses qui avaient disparu et qui reviennent, je veux dire. Mais les chevaux ça augmente, ça réaugmente. Mais le vinyle, c'est un très bon exemple. Le vinyle, c'est comme la photo argentique, ça va représenter entre 1% et 1 millième du marché. Ça ne permet pas à tout l'écosystème ancien de bouffer. Mais attendez, c'est comme les antiquités. Le meuble moderne et le design n'ont pas tué l'antiquité. Donc il y a toujours un segment vintage, mais ce sont plutôt des segments limités en taille, très fluctuants dans le temps. Le vinyle, ça ne va pas durer. Le vinyle, ça ne va pas durer. C'est une mode, ça permet de bouffer pendant 10 ou 15 ans. Il y a des gens très malins qui ont relancé cette mode, mais ça ne permet pas de bouffer à tous les anciens disquaires, hein, parce que ça représente une petite niche. Hein. On le voit aussi sur l'industrie du jeu vidéo. Il y a plein de petits exemples comme ça, bien sûr, qui sont des niches, mais j'entendais dire qu'aujourd'hui, les gens se servaient plus de leur smartphone pour jouer à des jeux vidéo qu'avant les consoles. Pour autant, aujourd'hui, il y a beaucoup de petites industries qui relancent des consoles de jeux qui avaient 20 ou 25 ans. Alors bien sûr, c'est pas... Bien sûr. Mais 99% du marché du jeu vidéo est en train de passer sur le téléphone portable. Et sur la problématique du conseil, parce que dans la problématique du conseil, ou dans nos métiers où on vend en fait du papier, et en fait ce qu'on vend, c'est le conseil qui est derrière, finalement, l'intelligence artificielle peut effectivement aller chercher, comparer les garanties, les prix, pour savoir ce qui serait le plus approprié. Il y a quand même toujours une analyse finalement, et c'est là où je rejoins, on a un rôle à jouer nous, parce que c'est quand même la saisie qu'on va faire de la famille du client, de sa composition familiale, de son mariage, hommage, divorce, patrimoine,
qui va faire que le conseil va être adapté ou pas. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de demander la saisie directe? On va en parler tout à l'heure. C'est une bonne question. C'est une bonne question sur le conseil. Il y a des zones défendables, mais il ne faut pas que vous sous-estimiez l'intelligence artificielle, sinon vous allez avoir des lendemains qui vont déchanter. Donc sur le conseil, il va falloir aller là où l'IA ne va pas, et c'est plus compliqué que vous le pensez. Je vous invite, en sortant d'ici, d'aller acheter The Economist de cette semaine, qui traite de ce sujet. Et là-dessus, ce n'est pas très rassurant par rapport à ce que vous imaginez. En réalité, l'IA est capable de faire pas mal de conseils. Mais c'est toujours la même chose. Le problème, ce n'est pas de se battre avec l'IA, c'est d'être là où l'IA n'est pas. Et donc, ça suppose de faire une analyse stratégique de ce que l'IA peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire. Mais ça, c'est compliqué quand on est un courtier indépendant. Et personnellement, hein, je suis persuadé qu'il va falloir des plateformes et des zones de regroupement chez les professionnels libéraux parce qu'on ne peut pas tout seul, chacun, faire une veille technologique et savoir ce que Jeff Bezos a déclaré hier au congrès des assureurs à Mountain View. Ce n'est pas possible. Votre métier, ce n'est pas de faire 5 heures de veille technologique sur Twitter. Donc, il faut forcément des structures qui fassent cette veille pour vous de façon collective à l'échelle nationale. Oui. Pour revenir à la problématique du conseil, je veux dire, quand on a en face de nous l'intelligence artificielle qui apprend d'une manière exponentielle et que nous, en face à être humain, on a une capacité plutôt linéaire à augmenter notre intelligence. Pas linéaire, elle est stable. Notre intelligence n'a pas bougé depuis longtemps. On paraît même qu'on est en réduction de très légère. Très légèrement, mais c'est basé sur des outils qui sont de petits volumes. Voilà. Et donc, en face de nous, on a des outils qui apprennent de manière exponentielle. Pour répondre à la question du conseil, en fait, pour moi, ça va vraiment être une question de timing, de à quelle rapidité les législateurs, les autorités ou même les entreprises privées arriveront à relier des systèmes. Si on arrive à relier le système de la sécurité sociale avec le système comptable, plus on en rajoute 3-4 autres, toutes les données nécessaires à un conseil rationnel et mesuré, elles sont là. Et donc là, vous nationalisez l'assurance complémentaire et c'est la CNAM qui fait, et on fusionne la CNAM et l'assurance complémentaire. C'est un terrain glissant. Ça part d'une bonne idée. Oui, je vous dis, en réalité, ça tuerait l'assurance complémentaire. Parce que l'État deviendrait assureur complémentaire au travers de la Sécu, possiblement. Donc ça, c'est pas con, bien sûr, de regrouper les forces qu'on a face aux plateformistes. Il faut quand même faire gaffe à ce que ça ne conduise pas à la fin de son business. En fait, je ne vois pas comment les intermédiaires en opération d'assurance, honnêtement, quand je me pose rationnellement la question. Ce qu'ils vont devenir? En fait, ouais, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, regardez, mais, vous savez, on met un robot devant un match de foot, il sait nous écrire un article de journalisme sportif. Raisonnez pas comme ça. Là, vous êtes en train de dire, sur mon business actuel, je ne vois pas comment je vais résister à l'IA. Et la réponse est, ça va sûrement être compliqué. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas de faire ce que l'IA va faire mieux que nous demain, c'est de faire autre chose. Quelle est la valeur ajoutée du coup? C'est quoi la valeur qu'on rajoute à tout ça? C'est la responsabilité. C'est que nous, on a notre propre responsabilité et notre conscience professionnelle qui vient intermédiaire. Oui, mais la solution. Alors que la personne qui souscrit à travers son site internet, c'est elle qui est renseigne. C'est elle qui appuie et qui coche. Non, mais ça, c'est le coup d'avance. Et c'est elle qui fait la gestion. C'est-à-dire que c'est elle qui prend tous les actes de gestion. Elle perd du temps dans son acte de gestion. Oui. Alors, en réalité, vous avez raison. C'est le même problème que la self-driving car. Au début, on s'est dit, mais attendez, non. La voiture autonome, les Tesla qui se conduisent toutes seules, etc., qui sont pas totalement autonomes aujourd'hui. Mais au début, on s'est dit, c'est pas possible. Elle ne va pas être responsable. Comment elle va être responsable? Puis aux États-Unis, il y a eu quand même un accident mortel, comme vous savez, avec une Tesla. Et puis, les gens se sont dit, l'autorité de régulation américaine va interdire les Tesla. Elle a repris toutes les statistiques, parce qu'en plus, Tesla, bien sûr, a toutes les statistiques avant et après. Elle s'est rendue compte que déjà aujourd'hui, il y a 2 fois moins de morts par million d'habitants, par million de kilomètres quand on est en mode self-driving Tesla que quand les gens ont la main sur le volant. Et donc finalement, elle n'a pas sévi et on estime que très rapidement, les voitures autonomes vont faire 10 fois moins de morts au million de kilomètres que quand les gens conduisent. Et en réalité, au bout d'un certain temps, on dit, ah oui, d'un point de vue théorique, l'IA, elle ne sait pas décider, mais comme elle décide mieux que nous, on lui laisse décider.
Et donc, en réalité, l'idée sur laquelle on est mieux que l'IA est une idée présomptueuse. Sur ce qu'on fait aujourd'hui, la plupart de ce qu'on fait aujourd'hui, on n'était pas concurrencé par l'IA. Donc, nous n'étions pas poussés à aller là où on fait mieux que l'IA. Mais maintenant où l'IA arrive, il va bien falloir qu'on trouve un terrain de chasse. On ne va pas pleurer, se mettre au bord du trottoir sous la flotte et prendre un comprimé de Prozac. Il va bien falloir qu'on bosse. Et donc, forcément, dans tous les métiers possibles, on va aller chercher des endroits où on est complémentaire de l'IA. C'est une question qui n'a jamais été posée. On n'a jamais été confronté à un alien qui arrive et qui fait un certain nombre de choses mieux que nous. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait pas bien, et on le fait aujourd'hui parce qu'on n'était pas concurrencé. Il y a un concurrent qui arrive, on va changer notre façon de bosser, et on va explorer des nouveaux territoires. Oui, mais pendant combien de temps? Parce que l'IA, finalement, va continuer aussi. Ah ben c'est un combat qui va... Alors l'IA sera toujours là dans 1 milliard d'années, donc c'est un combat qui va durer un certain temps, ça va être un peu épuisant. Mais un jour, on va arriver à la retraite et c'est nos enfants qui vont reprendre le flambeau. Dans 1 milliard d'années, ça va faire du monde, L'IA ne va pas disparaître le 1er janvier 2172. Hein. Elle est là pour toujours. Quand même, à nos métiers, on a une technique qui est préliminaire à l'acte de vente, c'est la création du besoin. Et cette création de besoin, c'est rarement le client qui je vous rassure. Depuis le début de l'humanité, les gens qui ont généré le plus de besoins que nous n'avions pas, c'est les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon ont généré une quantité en 20 ans de besoins qu'aucun industriel, aucun commerçant, aucun intermédiaire n'a jamais créé en 2000 ans. Hein. Donc ils ont une capacité de création de besoins qui est, en plus ils nous connaissent bien, qui est illimitée. Quand tu arriveras, toi, pour faire un procédé. Je t'attends pas, excusez-moi. Quand tu arriveras, ça fera 10 ans que le client aura souscrit, parce qu'ils ont toutes les informations. Non, mais attendez, là-dessus, on va y revenir. J'avance un tout petit peu. J'espère que vous étiez vraiment sur le fait qu'ils ont une connaissance de l'individu qui est très puissante et le modèle dont vous avez parlé sur la comptabilité, par exemple aux États-Unis, on retrouve le modèle qu'on a, c'est un business model qui est très souvent une gratuité et derrière, je vais prendre la commission, un premium. Donc les personnes un petit peu tradies par rapport à ça ont tendance à dire méfiez-vous. C'est gratuit, donc c'est vous la marchandise, à l'évidence même. Et donc, mais on l'accepte tout le monde. Si on n'acceptait pas cette logique, on prendrait notre téléphone et on le foutrait à la poubelle. Si on va sur Google, si on va sur Facebook, c'est qu'on accepte d'être le produit et on trouve ça très bien parce qu'on ne peut pas se passer de ça. Qui peut se passer de ça aujourd'hui? Personne. Donc ce modèle-là, en apparence, les gens disent « je ne veux pas être le produit, je ne veux pas le produit ». L'un de mes amis, Eric Sadin, qui est un gentil gauchiste, philosophe, très anti-GAFA, tout ça. On était dans une émission de télé il n'y a pas très longtemps, puis il a fini par m'emmerder avec son discours anti-machin, anti-truc, on est le produit. Je lui ai pris son iPhone, je l'ai foutu dans la corbeille, et il a fait quasiment un infarctus, il était à rechercher en vitesse son téléphone. Même les opposants au GAFA, même l'extrême gauche anti-intelligence artificielle, elle ne peut pas se passer de son téléphone. Donc en réalité, on est un petit peu prisonnier. Et comme je disais tout à l'heure, 142 fois par jour, on regarde notre smartphone. Enfin, les enfants ont un peu plus qu'à nos âges. Hein, mais donc, effectivement, on est prisonnier et c'est assez compliqué d'arrêter le shoot de cocaïne numérique sans arrêt, ne serait-ce que quand on veut savoir où est notre rendez-vous, prendre les photos. Enfin, je ne vous fais pas de dessin sur tout ce qu'on fait avec un smartphone. Alors, bien sûr, vous avez une protection juridique et vous savez toutes les réglementations. Pas seulement en France, aux États-Unis aussi, toutes vos professions d'intermédiaires sont réglementées. Pas forcément une réglementation fédérale. Par exemple, il n'y a pas d'ordre des experts comptables aux États-Unis, mais il y a des réglementations par État qui sont assez rigoureuses. On ne devient pas comptable ou expert comptable comme ça. Et dans certains États, il n'y a pas d'ordre local, mais ce sont les banques qui n'ouvrent pas les comptes si vous n'avez pas un minimum de diplôme, et ce sont les banques qui font le contrôle de ce qui vous permet d'être comptable et de vos diplômes. Alors, bien sûr, on a une protection réglementaire. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se dire on a une profession réglementaire, donc l'intelligence artificielle et les plateformistes ne vont pas arriver parce que là, on pourrait avoir des lendemains qui déchantent. Alors, en quelques mots, les 4 âges de l'IA. Le premier âge, c'est les algorithmes faits à la main traditionnels, ce n'est pas vraiment de l'IA, c'est l'informatique traditionnelle. Après, vous avez le deep learning.
ce qui permet de faire les voitures qui se conduisent seules. C'est l'intelligence artificielle faite à partir des réseaux de neurones. Hein. On a maintenant des réseaux de neurones, jusqu'à 1 milliard de neurones électroniques sur 20 couches. C'est extrêmement puissant. Après, vous avez le troisième âge, c'est l'intelligence artificielle avec mémoire et avec horizontalité, c'est-à-dire capable de faire du transfert d'informations d'un secteur à l'autre et de mixer les informations. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle elle est très bien pour conduire une voiture, pour analyser un scanner, mais elle n'est pas capable de faire quelque chose pour lequel elle n'a pas été définie. Avec l'intelligence artificielle de troisième type, là, on se rapproche d'une intelligence artificielle que l'on ne saurait pas distinguer d'un être humain derrière un rideau, y compris pour des tâches complexes comme avocat, conseil ou docteur. Ça, pour l'instant, ça ne marche pas encore très bien, les différentes box. Hein, il y a celle de Google, il y a celle d'Amazon, etc. Ça ne marche pas encore très bien. On estime que ça pourra quasiment passer le test de Turing, c'est-à-dire se faire passer pour un homme d'ici 10 à 15 ans. Ça pourrait challenger un avocat ou un docteur. Ça, je vais passer les effectifs. On reviendra peut-être. Alors, cette intelligence artificielle aujourd'hui, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a besoin de beaucoup de données pour apprendre, mais elle est capable de faire mieux que nous, et avec des raccourcis assez impressionnants. Là, je fais référence à ma tribune dans Le Monde d'aujourd'hui, de ce matin, que je peux vous envoyer en PDF si ça vous intéresse. Google a analysé les photos de fond d'œil de 300 000 personnes et s'est rendu compte qu'une photo de rétine, faite comme ça devant, par un appareil photo, d'un téléphone, etc., remplace un bilan cardiologique complet, avec toutes les explorations sur plusieurs jours. Mais pour arriver aux corrélations, ils ont utilisé 300 000 malades. Personne n'a 300 000 malades. Le professeur Duchemol, cardiologue à Necker, quand il fait une étude sur 150 patients, on crie, on dit « Oh, monsieur le professeur, quelle grosse série !» 300 000. Et dans les synthèses de la publication de Google, ils disent 300 000, ce n'est pas assez. Il faut 1 million de patients pour faire de la médecine à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous voyez un problème qui va être aussi le vôtre. C'est que pour éduquer l'intelligence artificielle, il faut d'énormes volumes de données. Donc quand on ne peut travailler qu'à partir de ces quelques milliers de clients, on a du mal à produire une intelligence artificielle. Vous allez être obligé d'aller vers des formes de collaboration et de coopération pour avoir la volumétrie qui vous permette de rentrer dans les faits Google. Pareil, hein, en dermato, Stanford, avec les logiciels d'intelligence artificielle de Google, a montré que l'intelligence artificielle sur une photo de peau repère mieux un cancer de la peau que les 12 meilleurs dermatologues cancérologues de Californie. En 2017, je ne vous fais pas de dessin en 2030, c'est même pas la peine de commencer à courir, c'est comme au jeu de Go. Et ça vous concerne. Dans un sondage de septembre, 58% des Français feraient confiance à Google, Apple, Facebook, Amazon pour gérer leur santé et leur dossier médical. Et chez les jeunes Français de moins de 25 ans, c'est 68%. Il y a déjà 2 tiers des jeunes Français qui nous ont abandonnés, vous, courtier, moi, docteur, ou qui sont prêts à nous abandonner. Donc il va falloir qu'on soit bon. Ils ont déjà trahi, ces connards. Le 4e âge, ça va, je ne suis pas trop long? Le 4e âge de l'IA, c'est ce qu'on appelle l'IA avec conscience artificielle, avec conscience d'elle-même. Comme dans le film que je vous invite à aller voir, Ex Machina. Tout le monde a vu Ex Machina? Qui l'a pas vu? Eh bien, vous avez tort. Téléchargez-le sur votre iPad ce soir. Ex Machina, c'est remarquable pour voir comment l'intelligence artificielle pourrait vous doubler. C'est vraiment, pour votre métier, vous devriez regarder Ex Machina. Non mais, on voit comment une IA forte peut être manipulatrice. Mais elle pourrait manipuler nos clients de la même façon. Voilà. Alors, on a l'habitude de séparer l'IA forte de l'IA faible. Hein, avec l'IA faible, c'est une IA qui reste à notre service, et l'IA forte, c'est une IA qui s'autonomise. Un domestique, comme les vestiges du jour, c'est de l'IA faible. En revanche, HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est une IA forte avec conscience d'elle-même et un propre projet. Ça, on en est très loin.
sans doute 20 ans ou 30 ans. Ce n'est pas le problème business. Le problème business d'aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même, mais capable de faire un certain nombre de choses mieux que nous si nous n'y prenons pas garde. Ce qui est, pour moi, fondamental pour les intermédiaires, c'est de bien voir que la frontière entre le domaine de l'intelligence artificielle et le domaine de nos neurones, et puis les domaines partagés de coopération, les îles, cette frontière, elle n'est pas du tout, c'est pas une ligne. Elle est très variable dans le temps, elle est hétérogène. Et donc il faut réfléchir pour savoir à quel endroit on se met en fonction de l'évolution de la barrière, de la frontière technologique. Il faut voir arriver la technologie de l'IA et se positionner au fur et à mesure qu'elle bouge, comme à la guerre. Même si c'est une guerre un peu curieuse, puisque l'intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons créée. Alors, si on prend les 4 grandes technologies un peu sexy du moment, l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique et puis les biotech. Les biotech et la robotique, ça va lentement. L'informatique et l'intelligence artificielle, ça va vite. Les robots comme ceux-là, que Google a possédé et a revendu au milliardaire japonais Son, il y a quelques semaines, ça vaut $1,5 million pièce. Avant que ça concurrence une femme de ménage dans un hôtel, c'est pas demain matin. En revanche, l'intelligence artificielle, elle va beaucoup plus vite. Contrairement à ce qu'on a imaginé à une époque, le principal concurrent de l'homme, ce n'est pas le robot, c'est l'intelligence artificielle, parce que les robots coûtent très cher à fabriquer, alors que l'intelligence artificielle ne coûte pas cher. Donc on va concurrencer les experts comptables avant de concurrencer les femmes de ménage. Vous voyez, les métiers peu qualifiés et pas automatisables, ouvriers, femmes de ménage, sont plus préservés que radiologues ou codeurs informatiques. Alors, une question, mais j'y reviendrai sur les questions, c'est un peu technique, sur la façon dont on pourrait diffuser ces technologies. En tant que professionnel et en tant que citoyen, vous êtes confronté au fait qu'aujourd'hui, on a une désynchronisation énorme dans la société. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a trop de data pour nos cerveaux. Nous ne sommes pas capables de traiter la quantité de données qui sortent. Vous savez qu'un Airbus A380 a 1000 capteurs dans chaque aile. Une self-driving car produit 7000 milliards d'informations par jour. 7000 milliards. Personne ne peut traiter 7000 milliards d'informations par jour. Le séquençage ADN d'une tumeur, pour mieux choisir la chimiothérapie, ça produit 20 000 milliards d'informations par cancéreux. Aucun cancérologue peut analyser 20 000 milliards d'informations. Donc le recours à l'intelligence artificielle n'est pas facultatif, il est obligatoire à cause de la montagne de données que crée notre monde moderne. Et ce tsunami de données, il est antibiologique. Il ne correspond pas à nos capacités de traitement, aux capacités de traitement de notre cerveau. Et puis ces technologies explosives, le politique ne sait pas très bien les gérer. On voit bien que le politique n'a pas vu arriver l'intelligence artificielle, n'a pas rénové l'éducation, le système de formation professionnelle. Et c'est vrai en France, comme dans tous les pays, c'est également vrai aux États-Unis. Alors on a plein de basculements en même temps. On a un basculement dont on parle depuis tout à l'heure, c'est entre le neurone et le transistor électronique, le rapport de force s'inverse tout doucement. On a un trou noir de valeur vers l'intelligence artificielle qui oblige à être le plus complémentaire possible de l'intelligence artificielle pour ne pas se faire bouffer sa propre marge. Je vous rappelle que c'est ma tribune dans l'Express de ce matin. Peugeot, qui a été créé sous Napoléon Ier en 1810, avant l'ère de l'automobile, et qui a 194 000 salariés, valait le jour où Facebook a racheté WhatsApp la moitié de ce que Facebook a racheté WhatsApp avec 55 salariés. 23 milliards, 11 milliards. 194 000 personnes créent moins de valeur que 55 développeurs.
Mais vous l'avez compris, WhatsApp, c'est aujourd'hui 1,2 milliard d'utilisateurs sur Terre. C'est la plus grande chaîne de distribution mondiale d'informations, en B2C et B2B. Ce transfert de la valeur fait aussi que Tesla, avec une poignée de voitures produites, vaut plus cher que Ford ou General Motors. On a aussi un basculement du centre de gravité de l'économie traditionnelle, dont on parlait tout à l'heure, vers une économie démiurgique. Et on pourrait en reparler, mais la volonté de Google de tuer la mort, si un jour ça marchait, ça pourrait avoir des conséquences importantes sur l'assurance santé et sur l'assurance dépendance et sur l'assurance vie, au sens assurance décès, etc. Et les anglo-saxons prennent ça très au sérieux et ne considèrent pas du tout que c'est un fantasme, mais considèrent que c'est une frontière technologique de tuer la mort. Grâce à Neuralink et aux microprocesseurs dans le cerveau, on va transformer les vieux cons en jeunes malins. D'accord. On pourrait développer de la connerie artificielle aussi. Ouais, mais est-ce que c'est très intéressant? Non, mais on peut être sur des marchés sur lesquels les autres ne sont pas. Ah ben alors ça, effectivement, là, vous seriez le seul à commercialiser ça. On a un basculement du centre de gravité, bien sûr, de l'Atlantique vers la zone Asie-Pacifique, et c'est sûr que les plateformistes, ils ne sont pas chez nous. C'est pour ça qu'on a du mal à voir ce qu'ils font, parce qu'il faut prendre l'avion pour voir la stratégie des GAFA ou des BATX. Pour la première fois, les innovations ne naissent pas à Berlin, Londres ou Paris, mais elles naissent sur l'axe San Francisco-Shanghai. Le Game of Thrones des plateformes entraîne une redistribution des métiers qu'il faut surveiller. On n'était pas habitué à le surveiller jusqu'à maintenant. Et enfin, on voit bien que la loi du Parlement est de moins en moins importante par rapport à la loi des plateformes. Le code du commerce en France, il est moins important que le fonctionnement d'Amazon. Les lois sur la publicité sont moins importantes que les algorithmes de Facebook. Enfin, on a un autre truc, et ça c'est important pour vous. L'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas une machine à décentraliser, c'est une machine à centraliser. Quand Internet est né, l'idée qu'avaient les gens, c'est qu'on allait chacun télétravailler depuis notre campagne et qu'on allait répartir les cerveaux dans tous les recoins des territoires. 20 ans plus tard, c'est le contraire qui s'est passé. On a une concentration comme on n'en a jamais eu depuis le Moyen-Âge, entre les gens malins, innovants, les entrepreneurs, les start-up, le pognon, etc. L'axe San Francisco, Mountain View, tout ça, Boston, New York, et des zones entières paupérisées où il n'y a plus que des usines abandonnées, la Rust Belt aux États-Unis qui a voté Trump. Et on a ça dans le monde entier. La Russie, les 9/10 de la Russie se vident. On imaginait qu'on allait décentraliser, on est dans une phase de concentralisation, de métropolisation, comme on n'a jamais vu ça depuis Venise. À Venise, tout était concentré, l'argent, le pognon, les richesses, les tableaux, sur des petits territoires. On est en train de refaire des Venises. Et quand on est intermédiaire et qu'on vend de l'assurance, selon qu'on est à Mountain View ou dans les zones pourries des États-Unis, on ne gagne pas la même chose. Et je vous rappelle une statistique horrible que Moretti décrit très bien dans la géographie des jobs. On gagne beaucoup plus quand on est professeur particulier de tennis à Mountain View, le siège de Google, que quand on est ingénieur dans la zone pourrie des États-Unis. Et c'est pareil pour courtier en assurance. On gagne plus quand on est courtier dans la Silicon Valley que quand on est courtier là où il n'y a plus un mec qui a 1 centime. Avec une multiplication par 3 des overdoses à la morphine sur les 5 dernières années, qui engloutit les derniers budgets de la famille au lieu d'acheter des assurances. Donc, ce décalage géographique, il a des conséquences. Il faut aller là où l'IA n'est pas, en business, mais il faut se rapprocher des endroits où on utilise l'IA parce que c'est là où les gens ont du pognon. D'un point de vue sectoriel, il faut s'éloigner de l'IA. D'un point de vue géographique, il faut se rapprocher de l'IA pour avoir des clients solvables. Alors,
Je vais passer rapidement là sur la... Parce que je sens que je... Oui, je suis en train d'un peu... Alors, est-ce qu'on va devenir une colonie numérique des GAFA? On est bien parti. Mais les métiers qui n'ont pas encore été bouffés ont une opportunité unique, c'est qu'ils peuvent s'organiser, se protéger, se structurer. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont 20 ans de cas d'école derrière eux sur les autres qui n'ont pas vu arriver la vague. Donc, si vous aviez une machine à remonter dans le temps, et que enfin aller dans le futur, lors du grand tsunami de 2003, vous seriez monté sur les montagnes pour vous protéger. Là, c'est un peu la même chose. Il faut monter sur les montagnes, il ne faut pas vous faire engloutir par le tsunami, comme une quinzaine de secteurs industriels se sont déjà fait bouffer la laine sur le dos depuis 1995. C'est une chance extraordinaire dont vous ne vous rendez pas complètement compte. Vous faites partie des quelques rares secteurs qui ont cette chance extraordinaire de pouvoir agir avant que le tsunami arrive. Vous allez aborder les solutions à un moment donné ou on peut vous poser la question? Ah attendez, bien sûr, on va y arriver. Allez-y, Non, allez-y. Non, allez-y, je sens que... Non, par rapport à ce que vous dites, quelles sont les solutions concrètes pour notre métier de réagir par rapport à l'IA? Alors vous avez deux problèmes. Vous avez par rapport à l'IA, mais vous avez aussi par rapport aux propriétaires de l'IA. Or, la caractéristique de l'IA, c'est qu'elle est possédée par des plateformes. Et donc votre problème, c'est comment résister face à la désintermédiation des plateformes et à leurs propriétés que sont les différentes intelligences artificielles. Il faut monter en gamme technologique. Il faut chasser en meute, ce que je disais tout à l'heure. Donc on ne va pas faire de la veille technologique tout seul dans un secteur, mais c'est vrai pour les docteurs, c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les experts comptables et c'est vrai pour les courtiers. Donc l'organisation professionnelle des libéraux et assimilés est aujourd'hui à revoir parce qu'elle fonctionnait bien dans une industrie non capitalistique et fragmentée à petite échelle. Elle ne fonctionne pas bien quand on est dans des marchés oligopolistiques avec des géants. Mais dans l'histoire du monde, des acteurs géants comme les GAFA, on n'en a jamais eu. Personne sur Terre n'a jamais eu 3 milliards de clients, même Coca-Cola. Et surtout, les obtenir en 10 ans. Je vous rappelle que Facebook a 10 ans. Facebook plus WhatsApp, Instagram et Messenger, qui sont tous les trois filiales à 100% de Facebook, ça fait 3 milliards d'utilisateurs quotidiens. On n'a jamais vu quelqu'un sur Terre acquérir 3 milliards de clients quotidiens en 10 ans. Jamais. Donc c'est une situation totalement nouvelle. Et face à cette industrialisation et défragmentation très forte, on ne peut pas rester un paysage fragmenté, chacun réinventant le fil à couper le beurre dans son officine tout seul. Ce n'est pas possible. Donc de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il faut organiser des formes de coopération, de partage de plateformes dans l'ensemble des professions libérales. Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué parce que le fait d'être indépendant, c'est pour ça qu'on est profession libérale. On n'a pas envie de se faire chier avec les collègues, enfin on aime bien les rencontrer de temps en temps, mais on n'a pas envie de bosser tous ensemble, on est indépendant. Et donc ce changement psychologique, ce changement de mentalité, il est dur à organiser. Il vaut mieux l'organiser le plus en amont possible, pendant que les carottes ne sont pas cuites, et pendant qu'il est possible de garder toute la valeur ajoutée. Et je vous répète ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est une vraie conviction. Il y a des métiers qui vont disparaître. Mais le type de métier où vous êtes, il ne va pas disparaître et votre chiffre d'affaires va en réalité augmenter à l'horizon 10-15 ans. Il va se répartir autrement. Il va y avoir plus de gros courtiers, puis il y a des petits courtiers qui vont avoir plus de mal. Mais globalement, votre business ne va pas disparaître. C'est ma conviction technologique la plus profonde. Alors, vos clients, globalement, c'est les classes moyennes. On est d'accord? Les classes moyennes à l'échelle mondiale, les classes moyennes blanches, ce sont les seuls dont le niveau de vie n'a pas augmenté depuis 1985. Tchouk. Les US and Western, petits blancs. Poum, poum, poum. Les jaunes ont explosé. Là, c'est l'Afrique, tout ça. Ça, c'est les blancs riches. Et ça, c'est toutes les classes moyennes. En 30 ans, le niveau de vie n'a pas bougé.
Bon, ça, c'est sur 20 ans, mais sur 30 ans, c'est pareil. Ça a été publié par la Harvard Business Review. Vos moutons, en valeur relative, s'appauvrissent dans tous les pays occidentaux. En moyenne. Alors, c'est un peu moins vrai dans un pays comme la France qu'aux États-Unis, mais c'est un problème quand sa base est la grande perdante de la mondialisation. Alors, quand on assure les yachts, on se fait des couilles en or. Quand on assure la mobilette en Inde, on se fait des couilles en or. Quand on assure les petits blancs, ce qu'on appelle les petits blancs en sociologie, l'expression est horrible, hein, mais eh ben, on est sur un marché plus contraint. En moyenne, à l'échelle mondiale, je ne segmente pas la France, à l'échelle mondiale, c'est une réalité incontournable. Oui, allez-y. Non, vous avez très bien entendu, c'est que petit, grand, riche, pauvre, c'est une notion qui est assez subjective. Donc, voilà. Alors là, on est bien sûr à très grande masse, mais là, on est bien sûr... Ceux-là, c'est les classes moyennes et moyennes supérieures européennes. Ils sont plus riches que ceux-là, hein, c'est un gradient de richesse mondiale, mais là, vous avez les riches d'Asie. Là, vous avez enfin, les assez riches d'Asie. Là, vous avez les classes moyennes d'Europe. Et là, vous avez les riches du monde entier. Nos clients, ce n'est pas le top 1% de la planète, hélas. Vos clients sont là. Ce sont les classes moyennes blanches qui sont mieux que 50% à l'échelle mondiale, bien sûr, parce que être classe moyenne ou même employé en France, on est plus riche que quand on est ingénieur au Bangladesh, aujourd'hui pour l'instant. Mais on est sur un top 1 point planétaire. Hein, parce que Qui nous, là, votre graphique, parce que nous, sur le 1 point français, on fait les chevilles, voilà, notre clientèle, c'est les 1% de... Mondial, non. Alors, on reprendra les chiffres. Non, ça a énormément changé parce que le niveau de vie en Asie a explosé et qu'en réalité, avant, les classes moyennes chez nous et les employés, ils étaient dans le top 5 mondial, ils ne le sont plus aujourd'hui. En Chine, il y a plusieurs centaines de millions de classes moyennes maintenant. Même en Inde, il y a 200 millions de classes moyennes. Et donc, en réalité, les classes moyennes françaises, elles ont énormément, et européennes et américaines, elles ont énormément reculé. Elles étaient là avant et elles ont beaucoup reculé progressivement. Alors, derrière, on a une difficulté, c'est que nos classes moyennes, eh bien, elles sont concurrencées, on le sait bien, par toutes les nouvelles classes moyennes mondialisées. Le système éducatif et de formation professionnelle ne marche pas très bien. Sébastien Thrun, qui est l'inventeur de la Google Car, dans The Economist, il y a 1 an et demi, disait il va être très compliqué de former les classes moyennes pour leur permettre de résister à l'intelligence artificielle. C'est l'inventeur de la Google Car. Alors, on sait que, historiquement, on a eu des tas de révoltes, hein, quand on avait une paupérisation des gens, ou des craintes devant la technologie. C'est ce qui s'est passé avec les canuts de Lyon, hein, quand les premières machines-outils sont arrivées à Lyon, où les gens ont cassé les machines-outils, et vous savez quel mot ça a donné? Ben, le sabotage. Ils en avaient marre de prendre les machines-outils et de les jeter dans la Saône, donc ils ont pris leurs sabots, ils les ont jetés dans les mécanismes des machines-outils. Ils ont fait un sabotage. Et le mot est resté avec un autre mot, le cervelas de Lyon, la cervelle de Lyon, c'est que quand l'armée a commencé à tirer, ceux qui avaient la tête explosée par la grenaille, ils avaient la cervelle qui se répandait sur les trottoirs de Lyon. Et c'est devenu la cervelle des canuts. Voilà. Voilà. Donc, vous connaissez... Non, mais c'est un vrai débat et qui a des conséquences sur le marché de l'assurance. Que fait-on des gens qui ont des classes moyennes qui sont en situation difficile? Est-ce qu'on leur donne le revenu universel? Est-ce qu'on rénove l'université, la formation continue, l'école pour qu'ils soient compétitifs avec l'intelligence artificielle? De la réponse à cette question dépend votre business. S'il y a une paupérisation des classes moyennes, il n'y aura pas de marché de l'assurance. Parce que je vous rappelle que l'assurance des pauvres, elle ne passe pas par vous, elle passe de plus en plus par des systèmes d'assurance d'État, de CMU, de machin, de trucs qui sortent de votre circuit. Les très riches, ce n'est pas votre segment. Votre segment, c'est les classes moyennes. Une paupérisation des classes moyennes aurait des conséquences pour les intermédiaires du monde de l'assurance. Alors, ce n'est pas du tout une métaphore de ce qui va vous arriver, mais c'est un questionnement sur, face à l'intelligence artificielle, comment faire pour qu'on ne fasse pas la même chose que dans les armées napoléoniennes,
où on abandonnait les blessés, les malades, et on ne s'en occupait pas, on les laissait mourir dans les fermes. Parce qu'en réalité, les médecins ne s'occupaient que des officiers. Ils amputaient les officiers, les machins, parce que dès que vous aviez une petite balle, on amputait, sinon il y avait la gangrène. Mais en réalité, les malades de la troupe, on les laissait mourir dans les fermes. C'était pas du tout sympathique et pas très égalitaire. Donc il ne faut pas qu'on fasse ça dans la société de demain. Alors, pour résumer le paysage sur intelligence artificielle et concurrence des humains. Là, vous avez un schéma ultra simplifié. En Y, vous avez les capacités intellectuelles des gens. Et là, vous avez la plus ou moins grande utilisation de la main. Et Dominique avait fait quoi? Alors, peu d'utilisation de la main et métier pas très... petit employé de bureau, comptable de base, je n'ai pas dit expert comptable. Ça, c'est les menacés en premier. Après, vous avez les métiers plus cognitifs, mais toujours numérisés, radiologues, etc., les métiers de conseil. La Harvard Business Review, il y a 15 jours, a fait un papier dans lequel ils disent que les consultants en stratégie sont concurrençables par l'intelligence artificielle d'ici 2030. C'est-à-dire les grands... L'article de la Harvard Business Review, c'est les grands consultants, les consultants de haut vol sont concurrençables d'ici 15 ans par l'IA. Donc, après, vous avez les métiers manuels pas cognitifs, femme de ménage. Un robot coûtant $1,5 million pièce, avant de remplacer la jeune fille qui avait tenté de séduire, semble-t-il, l'ancien ministre Dominique Strauss-Kahn. Ça vient peut-être un peu plus cher, si je puis me permettre. Il semble que ce soit à Anne Sinclair que ça a coûté. Ah, d'accord. Donc ça va être concurrent. Et puis après, vous avez les métiers qui sont à la fois à haute capacité cognitive, très innovants et manuels. Et là, vous avez l'arpège qui est le meilleur 3 macarons Michelin à mes yeux de Paris et que je vous conseille avant de retourner en province d'essayer. C'est en face du musée Rodin. Alors, menacé en premier, menacé en deuxième, menacé en troisième, menacé en quatrième. Mais, pendant ce temps-là, plein de métiers que l'IA n'est pas capable de faire vont arriver. C'est normal. On ne va pas, à part les masos et les cons, on ne va pas aller dans les métiers que l'IA va faire mieux que nous. Donc, tout doucement, tout seul ou en groupe, on va fuir les zones de forte pression concurrentielle et puis on va aller ailleurs. S'il y a 128 courtiers qui se mettent dans votre rue, vous allez déménager. Quand l'IA arrive, on déménage. Non pas de rue, mais on déménage de type d'activité et de positionnement sur la chaîne de valeur. Alors, on a un problème en Occident, qui est un problème pas très politiquement correct, c'est que les pays qui ont beaucoup rénové l'éducation, comme Singapour, qui a le meilleur système éducatif au monde et qui est le numéro 1 mondial dans les classements PISA, ont 10 points de QI de plus que des pays comme la France, même si méthodologiquement on peut discuter certains points. Le niveau de vie à Singapour, qui était le 10e de ce qu'il était en France, est aujourd'hui 2 fois plus élevé que le niveau de vie français, grâce à des moyens massifs mis sur l'école. Comment fait-on, à l'ère de l'intelligence artificielle et du big data, pour ne pas être dépassé alors qu'on a abandonné le système éducatif? C'est une vraie question. Des gens comme Singapour ont répondu par... Les profs à Singapour gagnent 3 fois plus qu'en France. Ils sont chouchoutés, mais ça donne de très bons résultats. Nous, notre système éducatif, il n'est pas bon. Il a commencé comme aux États-Unis. Je ne parle pas des grandes facs comme Harvard, mais le système éducatif américain, il est dégueulasse, en dehors des meilleures universités. On a complètement décroché. Derrière, il y a un certain nombre de neurotechnologies qui sont envisagées. Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de systèmes de télépathie dès 2019 pour communiquer de cerveau à cerveau, de cerveau à machine et de machine à cerveau, avec des casques télépathiques qui vont être développés par Facebook et qui, dans 500 jours, sont commercialisés. Ce qui, dans nos métiers, va avoir des conséquences. De pouvoir penser à quelque chose et de le transférer à un autre cerveau, c'est révolutionnaire. La vice-présidente de Facebook a eu cette image, elle a dit « Je penserai quelque chose en espagnol et vous pourrez le ressentir en mandarin ». C'est une révolution dans les métiers du service. Et puis, bien sûr, craignant que l'intelligence artificielle nous vassalise, Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, les fusées, des voitures Tesla, des trains supersoniques Hyperloop, le fondateur de PayPal, la première banque online, a développé Neuralink. Pardon ? Quand je ne comprends pas, j'ai le défaut de poser la Allez-y. question. Et
domaine, c'est plutôt la cuisine, et donc je ne comprends pas ce que c'est les chips dans le cas présent. J'imagine que c'est autre chose, mais je ne sais pas. Des chips électroniques, des microprocesseurs. Je comprends, ok. On appelle ça les chips en argot de la Silicon Valley. Pardon. Non, mais c'est de ma faute. Neuralink est une société qui vient d'être créée par Elon Musk et qui est destinée à fabriquer des microprocesseurs pour mettre autour de nos neurones, de manière à augmenter nos capacités intellectuelles et nous rendre supérieurs à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire nous rendre supérieurs à l'intelligence artificielle en nous fusionnant avec l'intelligence artificielle. Et donc, il est en train de développer une technologie pour mettre des composants électroniques miniatures autour de chacun de nos 86 milliards de neurones. C'est quelque chose qu'on ferait plutôt pendant l'enfance qu'à l'âge adulte, ce qui poserait d'ailleurs un énorme problème dans les décennies qui viennent, d'écart entre nous et nos petits-enfants. C'est une réponse de la Silicon Valley. Je ne dis pas du tout que c'est une bonne réponse. Je ne dis pas du tout que ça va générer une société idyllique. Je ne dis pas du tout que d'un point de vue moral, religieux, philosophique, de fusionner notre cerveau avec des microprocesseurs soit une bonne chose. En tout cas, c'est ce que la Silicon Valley va faire. Et si on se projette dans quelques décennies, on va être dans une situation où on se posera la question, qu'est-ce qu'on fait pour les petits-enfants? On en fait les domestiques de ceux qui auront eu le cerveau augmenté, ou est-ce qu'on les augmente aussi, nos enfants et nos petits-enfants? Et très probablement qu'on choisira qu'ils ne soient pas les domestiques des nouveaux maîtres du monde, et on choisira de les augmenter aussi. Mais je ne vais pas trancher ce débat neuroéthique devant vous ce soir. Alors, quelques mots du risque. Le risque, fondamentalement, il va migrer, il va changer de nature à l'ère de la civilisation des nanobiotechnologies et des technologies du cerveau et de l'intelligence artificielle. Achetez The Economist de cette semaine. Alors, il y a encore une polémique sur les résultats des études que cite The Economist, mais The Economist a repris les travaux qui montrent qu'on peut savoir sur photo si quelqu'un est homosexuel ou hétérosexuel, qu'on peut évaluer son quotient intellectuel, on peut évaluer des tas de choses sur son risque de maladie. Vous voyez bien que tout ceci change le risque assurantiel. On ne va pas s'assurer contre le risque d'être gay, sauf dans les pays où c'est puni de mort, comme le Pakistan ou l'Égypte. Mais en revanche, si une photo de moi est capable de savoir quelle est mon espérance de vie, ce que je vais avoir comme maladie, et encore mieux couplé à mon ADN et à un certain nombre de choses, vous voyez bien que l'assureur qui n'a pas accès à mes données santé, il va faire faillite. Si moi je connais mon risque grâce à l'IA et que l'assureur ne sait pas, on sait maintenant évaluer chez un cardiaque combien de temps il lui reste à vivre par intelligence artificielle. Si moi, assureur, je ne sais pas, mais que le patient sait, je vais déposer mon bilan sur une assurance décès. Donc, le fait que l'intelligence artificielle sache beaucoup de choses et qu'on est transparent face à elle va entraîner des modifications importantes sur le marché assurantiel. Oui ? Qui va juger de l'efficacité de l'intervention de l'IA? Qui va juger? Qui va dire oui, c'est vrai? Alors, il est homosexuel, donc il est homosexuel. À un moment, il va y avoir... Vous avez toujours des discussions sur la nature des travaux scientifiques. Quand on essaie une chimiothérapie, il y a toujours... C'est pour ça qu'en science, on exige qu'il y ait plusieurs études comparables pour confirmer la première étude ou pour l'infirmer. C'est statistique, bien sûr. Alors, en réalité, on est incroyablement prédictible. Et les gens qui possèdent nos téléphones portables savent tout sur nous. Quelle que soit la façon dont ils l'apprennent, par déduction statistique, par machin, ils savent une quantité de choses incroyables. Incroyables. Même s'ils n'utilisent pas tout, et vous avez vu que récemment, Google, à partir d'août, s'est engagé à ne plus personnaliser la publicité qu'il nous envoie sur le contenu de nos mails. Il continue à lire nos mails sur Gmail, mais il ne personnalise plus les... Donc quand vous êtes un homme, là on parlait d'homosexualité, vous êtes un homme et vous envoyez un mail avec votre petit copain, ils ne vont pas vous envoyer une pub spécialement réservée aux homosexuels. C'était pour vous rassurer. Non, mais pas par rapport à... Je veux dire, par rapport à la société... Par rapport à la société de surveillance, attendez, c'était pas par rapport à la société de surveillance, bien sûr. Je vous rappelle qu'on est filmé. Par rapport à la société de surveillance, non, c'était mon propos. Hein. Petite parenthèse, d'ailleurs, forte recommandation pour le documentaire qui est passé hier soir sur Arte. Qui était sur quoi? La surveillance de masse et le renseignement. Ouais. Excellent. Et on se rend compte des dérives un peu, Big Brother, on a tous entendu parler, mais en fait que la surveillance de masse est presque
inutile de la manière dont elle est faite aujourd'hui. Et il y a des serveurs qui coûtent, je sais pas, 2-3 milliards de dollars et qu'en fait qui ne servent à rien parce qu'ils collectent tellement de données qu'on n'est même pas capable de les analyser. Et bref, après je vous laisse regarder parce qu'il est très très intéressant. Alors on est incroyablement prédictible et ce tableau n'est pas scientifique. Mais si vous regardez les marchés de l'assurance, quel est le risque de désintermédiation et quel est le risque de destruction du produit assurantiel? Destruction partielle. Hein. Alors l'automobile, c'est un marché qui va être désintermédié, disparaître avec la voiture autonome. Vous imaginez bien que si j'ai une voiture totalement autonome, une Tesla totalement autonome, il n'y a plus de volant. Vous savez que BMW supprime les volants dans les voitures à partir de 2021. Il n'y a plus de volant, ce n'est pas moi qui conduis, c'est l'intelligence artificielle de BMW ou de Tesla. Je ne vais pas prendre une assurance auto individuelle. Tesla ou BMW va assurer auprès d'un grand réassureur comme Score toutes ces voitures dans le monde en une seule assurance, vendue avec la bagnole. Et donc, le patron de BMW, il prendra le Falcon, il ira voir Denis Kessler, le patron de Score, et il assurera 10 millions de BMW. C'est ni moi ni le mec en face qui est responsable si on a un accident. Il n'y a plus de volant. Donc, on est à la fois sur un marché désintermédié, c'est sur un marché qui en réalité est détruit. Pas demain, hein. On estime que la voiture autonome va généraliser sur 15-20 ans seulement. L'assurance maison, il va y avoir une part de destruction parce que par les systèmes de surveillance, c'est très facile maintenant d'avoir un tout petit système qui surveille quand il y a le feu, quand il y a le machin. On risque d'avoir pas moins de cambriolage, mais on risque d'avoir moins de feux, moins d'incendies, moins de dégâts grâce à des systèmes domotiques dans le futur. En revanche, vous avez des nouveaux risques qui vont arriver, le risque éducation, le cyber-risque qui va devenir énorme et qui va être un énorme marché pour vous comme pour tout le monde. Vous allez peut-être avoir un marché très personnalisé au sens technologique du terme, c'est-à-dire avec un rapport humain très fort qui va apparaître et qui ne sera pas un désintermédié. Bref, l'évolution de la structure du risque va être importante et va générer des nouveaux métiers et va en revanche détruire certains segments assurantiels. C'est faire des trucs que l'IA ne va pas savoir faire et qui nécessitent que je passe 8 heures de discussion en 3 fois avec vous au restaurant pour savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est plus de la psychothérapie que de l'assurance. On est sauvés alors. L'IA ne saura pas faire ça. Ah ben non, d'aller picoler avec le client au resto en y restant 3 heures, l'IA ne va pas faire ça. Ben oui. Mais attendez, n'oubliez jamais un truc. L'IA ne picole pas. Ça a un avantage au bloc opératoire pour les robots chirurgicaux. C'est mieux que les chirurgiens qui, eux, picolent. Et pour vous, ça a un avantage, c'est qu'elle n'est pas prête d'aller picoler avec les gros clients au resto. Alors, par rapport à la mythologie grecque, entre la folie démiurgique, la toute-puissance et la sagesse, il semble bien qu'on rentre petit à petit avec la volonté de la mort, hein, et notamment chez Google, sur un monde nouveau, avec des risques, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait originaux. Des risques pour le cerveau, des risques pour notre privacy, des cyber-risques, etc., qui vont nécessiter des produits assurantiels qu'on n'imagine pas encore et qui vont, à mon avis, être plus importants que les produits assurantiels qui vont disparaître, comme l'assurance auto. Je pense qu'il va y avoir plein de produits assurantiels autour de ce qu'on fait des cerveaux. Au-delà de la protection des cerveaux contre les dispositifs de type Neuralink qui pourraient déconner, les gens vont s'assurer sur leur obsolescence face à l'intelligence artificielle. Eh ouais, c'est imprévisible. Personne au monde n'a prévu qu'on ferait des voitures autonomes et donc que les taxis allaient être emmerdés. C'est sans doute là où il y a le plus d'incertitudes sur Terre. Mon métier est-il impacté par l'IA ou pas dans 12 ans? C'est l'idéal pour un assureur d'assurer ce que l'on ne sait pas évaluer. Ou pas. Bah, c'est mieux qu'un risque que l'IA va évaluer au carré, parfaitement. Ça, c'est un joli risque. C'est bien d'un point de vue marché commercial, mais c'est pas bien d'un point de vue métier. Parce que l'assureur, il veut maîtriser son risque. Donc il a besoin de statistiques, de données, et
et d'évaluer. Je comprends bien. Mais en tout cas, je sais bien que d'un point de vue actuariel, c'est compliqué. Mais ça va être un risque intéressant en ce sens que les gens ne peuvent pas s'auto-assurer parce qu'on ne sait pas par avance là où l'IA va être. Oui, d'accord. C'est comme la foudre. Mais c'est plus compliqué d'un point de vue actuariel que la foudre. On est bien d'accord, mais il va falloir prendre des petits risques pour compenser les bouts de métier qui vont... Alors, je voudrais dire un truc de politique. Et qui me semble... J'ai le droit de parler politique 2 minutes ? Et qui me semble important pour des assureurs. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ne sont pas très doués, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne sont pas capables de gérer un petit business, alors que l'éducation et le système de formation ne marchent pas bien? Vous savez, on s'est beaucoup moqué de Macron avant qu'il soit président, quand il avait parlé des ouvrières de garde qui, illettrées, avaient du mal à trouver un nouveau boulot, ne pouvaient pas passer leur permis de conduire parce qu'elles ne savent pas suffisamment lire pour passer les épreuves théoriques de la conduite. Et tout le monde lui est tombé par le dessus en disant qu'il était méprisant, etc. Quand on regarde ce qu'ont donné les ouvrières de garde, elles ont un mal fou parce qu'elles n'arrivent pas effectivement à passer leur permis. Elles n'arrivent pas à suivre des formations. Et elles sont effectivement, non pas analphabètes, mais illettrées, elles ne savent pas lire un texte. Elles savent déchiffrer les lettres, mais elles ne savent pas lire un texte. Si on a un écart trop grand entre les métiers complémentaires de l'IA et qui vont gagner de plus en plus d'argent, et puis les gens qui vont être gravement concurrencés par l'intelligence artificielle, on a un vrai risque d'avoir une crise populiste grave. Je ne porte aucun jugement sur la politique de Marine Le Pen, mais j'en fais l'étendard quand même du populisme et de la défense des petites gens. Donc, comment un assureur développe son business dans le monde de demain où on commence par avoir de l'intelligence artificielle, elle est tellement forte qu'à la fin on tombe dans un engrenage neurotechnologique, c'est-à-dire que les gens disent qu'il faut mettre des microprocesseurs dans le cerveau des enfants, ce qui est quand même assez bouleversant d'un point de vue éthique et moral. Si on m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, que le plus grand industriel du monde, Elon Musk, préparerait la mise en place chez mes petits-enfants de microprocesseurs dans le cerveau, je ne l'aurais pas cru. Comment gère-t-on un monde dans lequel l'intelligence est le pouvoir? Dans un monde de la connaissance, c'est une évidence. Comment fait-on? Comment on évite une dislocation sociale? Comment on maintient un système démocratique quand, entre ceux qui ont des capacités cognitives élevées, qui savent manipuler cette société de la donnée, cette société du big data, cette société de l'intelligence artificielle, et ceux qui ne savent pas manipuler la donnée et qui risquent d'être marginalisés, comment gère-t-on cette cassure entre ces deux mondes? C'est une vraie question politique à laquelle on n'a pas répondu. Et si on y avait pensé, on aurait modernisé l'école plus tôt, comme on l'a fait dans certains pays. Allez voir les écoles dans le 9-3, c'est à pleurer. Et ça nous garantit peut-être demain beaucoup de problèmes qui nécessiteront des solutions assurantielles au-delà des solutions politiques. On a créé une société ultra complexe. On n'a pas réfléchi à ce que ça signifiait, d'un point de vue social, du point de vue de l'équilibre entre les individus et les grands opérateurs, du point de vue de la différence entre nos zones où il n'y a pas de grand industriel de la donnée et puis la zone Asie-Pacifique où il y a tous les géants du numérique et de l'intelligence artificielle. On n'a pas réfléchi à toutes les conséquences. Il est urgent maintenant d'y réfléchir, à titre individuel pour l'avenir de sa famille, pour son business, le vôtre ou celui des autres, et puis à titre collectif au nom de la société. C'est-à-dire, que devient la France dans la société de la connaissance? On n'y a pas beaucoup réfléchi. Et on découvre aujourd'hui la toute-puissance des Google, Apple, Facebook, Amazon et la fragilité de nos entreprises. Alors, quel est le chemin quand on est un intermédiaire libéral, ce que vous êtes quasiment tous? Évidemment qu'il faut se poser un peu et réfléchir à 1 an, 5 ans, 10 ans, comment être complémentaire de l'intelligence artificielle. Comment ne pas être demain là où l'intelligence artificielle va être meilleure que nous? Sachant que cette question comporte une incertitude, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse la frontière technologique va changer. Donc il faut être extrêmement flexible.
Comment jouer? C'est Kevin Kelly, qui est un intellectuel américain spécialiste de la synergie entre l'intelligence artificielle et puis les cerveaux faits de neurones, comme les nôtres. Comment organiser la symphonie entre les différentes formes d'intelligence? Ça va être le cœur de beaucoup de métiers, et notamment des métiers libéraux dans les décennies qui viennent. Il faut être transversal, comme les facs américaines. Le drame des facs en France, c'est qu'elles sont séparées. La fac de médecine, la fac de pharmacie, la fac de droit. Il faut qu'on soit ouvert à plusieurs disciplines, comme Harvard l'est, où il y a à la fois le MBA, la faculté de droit, la faculté de médecine, etc., la faculté de sciences. Nous devons être plus transversales dans nos approches. Il faut qu'on magnifie nos différences avec l'intelligence artificielle, et notamment, l'intelligence artificielle ne voit pas toujours les ruptures, nous on les voit. Nous on a l'intuition des falaises, plus que l'IA aujourd'hui. Ça changera peut-être dans 10 ans, mais nous on voit mieux la falaise que l'IA. Et ça, c'est quand même un gros atout, notamment pour conseiller nos clients. Il faut être mobile, il faut être capable d'emmener sa maison et de changer, il faut être mobile sectoriellement, je ne dis pas de ne plus être dans le monde de l'assurance, mais sur les segments que l'on adresse, et puis géographiquement. Il faut essayer le mieux possible de comprendre la boîte noire de l'intelligence artificielle, pour comprendre comment ça impacte son business, mais aussi parce que demain, vos clients, quand ils sont petits patrons et profession libérale, si vous leur dites des choses intelligentes en intelligence artificielle, eh ben, ce sera une façon de les garder comme clients. Parce que ça va devenir crucial pour les petits business et professions libérales. Le fait d'avoir une culture générale sur ces sujets-là sera, à mon avis, un atout important pour pouvoir entamer la discussion avec vos clients. Comprendre la complexité, c'est absolument fondamental. La Californie, non, mais le gap, être conscient du fait qu'il va y avoir un gap entre ceux qui vont comprendre les nouvelles règles du jeu et ceux qui ne vont pas les comprendre. Les meilleurs gagneront beaucoup plus dans vos métiers en 2025 qu'aujourd'hui. Les moins dynamiques, les moins mobiles gagneront moins. C'est un problème dans une profession quand des écarts importants arrivent. On l'a vu chez les avocats. Avant, les avocats, il n'y avait pas beaucoup de différence de revenus. Entre un avocat qui fait du divorce en 2017 et un avocat qui est avocat d'affaires, vous savez quelle est la différence de revenus. Un avocat d'affaires, ça gagne des millions par an. Un spécialiste dans le divorce, il va lui-même assez vite au divorce parce qu'avec ce qu'il gagne, c'est compliqué de garder sa femme et ses enfants, en tout cas de les nourrir. Il faut surfer habilement sur nos protections type CNIL, etc., qui empêchent les GAFA de rentrer parce qu'il y a des protections juridiques sur nos métiers. Et enfin, pour éviter d'être le petit pingouin mangé par les méchants plateformistes, il faut développer soi-même des plateformes, travailler en meute, travailler en groupe, développer des synergies. On ne peut pas tout faire quand on est un libéral. Il faut forcément des formes de consolidation et de coopération pour résister face aux plateformes. Ce n'est pas à moi de vous dire comment il faut vous organiser et comment il faut vous brancher ou créer des plateformes, mais en tout cas, l'exercice individuel à l'ère de l'intelligence artificielle est condamné. Ça va être trop compliqué. C'est vrai quand on est avocat, c'est vrai quand on est docteur, c'est vrai quand on est courtier en assurance. On ne peut pas être tout seul face à l'intelligence artificielle. C'est dément et ça n'a pas de sens. Je vous remercie.